Il y a des instants où tu sens que le temps t'échappe, comme si chaque seconde glissait entre tes doigts sans que tu puisses rien y faire. Ce n'est pas une course que tu perds contre les autres, mais contre l'érosion invisible de ta propre vie. Tu te lèves le matin et déjà, les urgences, les demandes, les obligations t'encerclent. Tu regardes l'horloge, mais ce n'est pas l'heure qui t'angoisse, c'est cette impression sourde que les jours passent et que toi, tu restes immobile à l'intérieur. C'est comme si quelqu'un avait retourné un sablier à l'envers et que, grain après grain, ton énergie, tes rêves, tes élans s'écoulaient vers le bas, hors de ta portée. Au fond de toi, il y a pourtant un désir que tu n'as jamais éteint, celui de reprendre les rênes. Pas pour tout contrôler, pas pour rendre chaque minute productive comme on te l'a vendu, mais pour que chaque instant redevienne à toi, pour que tu puisses dire « Je choisis ce que je vis et je le vis pleinement ». Car ce qui te pèse le plus, ce n'est pas la vitesse à laquelle le temps passe. C'est la sensation de le subir, d'être emporté à par le flot comme une feuille dans le courant. Sénèque disait que la vie ressemble à un champ. Si tu ne le travailles pas chaque jour, la mauvaise herbe de l'inertie l'envahit. Et l'inertie, c'est traître. Ce n'est pas seulement rester immobile, c'est se laisser occuper, jour après jour, par des choses qui ne nourrissent pas ton âme. Tu finis par cultiver les mauvaises herbes des autres, par labourer pour des récoltes qui ne t'appartiennent même pas. Et à force, tu oublies ce que tu voulais vraiment faire pousser dans ton propre champ. Alors Épictète vient chuchoter à ton oreille une vérité qui traverse les siècles. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, veux-les comme ils arrivent. Non pas pour te résigner, mais pour transformer chaque circonstance en terrain d'entraînement, chaque seconde en matière première de ta propre maîtrise. Le stoïcisme n'est pas une philosophie sèche. C'est un art de vivre qui t'apprend à reprendre ta place au cœur même du chaos, non pas quand tout sera calme, mais maintenant. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est cette capacité que tu as, oui, que tu as déjà, à reprendre ta vie seconde après seconde. Pas par des résolutions impossibles à tenir, mais par des gestes simples, répétés, qui redonnent de la densité à ton présent. Car chaque seconde que tu reprends n'est pas une simple unité de temps, c'est une victoire silencieuse, invisible aux autres, mais qui réécrit ta manière d'être. Et je te le promets, ces rappels que tu vas découvrir ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des leviers concrets, enracinés dans la sagesse des anciens et dans les réalités que tu vis chaque jour. Mais avant que nous entrions dans le premier, sache ceci. Le dernier rappel que tu entendras aujourd'hui, c'est celui que les stoïciens considéraient comme la clé absolue de toute maîtrise intérieure. Celui qui change tout, même pour ceux qui croient déjà savoir. Reste avec moi, car ce voyage que nous commençons maintenant pourrait bien être le point de bascule que tu attendais depuis longtemps. Il y a des jours où tu as l'impression de courir sans avancer. Les tâches s'enchaînent, les notifications vibrent, les voix t'appellent d'un bout à l'autre de ta journée. Tu passes d'une conversation à un email, d'une réunion à un message, d'une pensée à une autre, sans jamais finir ce que tu as commencé. Tu crois être en mouvement, mais en réalité, tu es happé par une danse désordonnée où rien ne se construit vraiment. Et à la fin, le soir venu, tu ne ressens ni satisfaction ni accomplissement. Seulement cette fatigue lourde qui n'a pas de nom. On t'a fait croire que savoir tout faire à la fois est un signe d'efficacité, que celui ou celle qui sait répondre instantanément à tout est forgue, indispensable, admirable. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que le multitâche éparpille ton esprit, fragmente ton attention et finit par te voler la partie la plus précieuse de ta vie, ta capacité à être pleinement présent. Ce que tu appelles productivité est souvent une fuite masquée, une fuite devant la peur de manquer quelque chose, devant l'angoisse de paraître lent, inutile ou dépassé. Sénèque, il y a 2000 ans, avertissait déjà contre cette dispersion. Il disait qu'il vaut mieux concentrer son énergie sur une seule tâche véritablement essentielle que d'user ses forces dans 1000 directions. L'esprit, disait-il, est comme la lumière, diffuse, elle éclaire à peine, concentrée, elle brûle. Les stoïciens savaient que la puissance ne vient pas de l'agitation, mais de la clarté. Et la clarté ne naît pas dans le vacarme du multitâche. Imagine un rayon de soleil. Quand il se disperse dans toutes les directions, il réchauffe à peine. Mais si tu le concentres en un point, il peut enflammer une feuille de papier. Ta vie ressemble à ce rayon. Disperse-la dans 1000 petites préoccupations et elle se dilue. Focalise-la sur une seule direction et elle devient force, chaleur, création. Chaque matin, choisis ta pierre blanche.
Une seule. Cette action, ce geste, ce projet qui, s'il est accompli aujourd'hui, donnera à ta journée un sens que rien ne pourra lui retirer. Le reste est secondaire. C'est un choix radical, car il exige de renoncer à l'illusion du « tout faire ». Mais ce choix est aussi libérateur. Il te redonne l'impression, non pas de courir après le temps, mais de le façonner. Cette discipline n'est pas un luxe pour quelques privilégiés. Elle est la condition même pour retrouver ton énergie vitale. Si tu continues à te disperser, tu laisseras les autres décider de la manière dont ton temps s'écoule. Et si tu apprends à te concentrer, tu redeviens maître de ton sablier. Car la vérité, c'est que tu n'as jamais manqué de temps. Tu as manqué d'un point d'ancrage, d'une direction claire, d'un refus silencieux de te laisser aspirer par le tumulte. Il n'est pas question ici de t'isoler du monde ou de refuser les imprévus, mais de te souvenir que chaque journée doit avoir une colonne vertébrale. Sans elle, tu n'es qu'une poussière dans le vent. Avec elle, tu redeviens un artisan du temps, un sculpteur de tes heures. Et peu importe ce que les autres penseront, tu n'es pas là pour plaire à leur idée de l'efficacité. Tu es là pour vivre la tienne. Il y a une fatigue dont on ne parle presque jamais. Ce n'est pas celle qui vient après une longue journée de travail. Ce n'est pas non plus celle qui suit un effort physique. C'est une fatigue plus discrète, plus insidieuse, celle qui naît à force de se plier aux attentes des autres. Celle qui ronge doucement l'intérieur lorsque, jour après jour, tu acceptes, tu souris, tu dis oui, alors que tout ton être criait non. Derrière cette docilité apparente, il y a souvent la peur de décevoir, la peur d'être rejeté, la peur de paraître égoïste. Alors tu tends la main encore et encore, même quand la tienne est déjà vide. Tu t'épuises à porter des charges qui ne t'appartiennent pas, à jouer des rôles que personne ne t'a demandé de jouer explicitement, mais que tu crois indispensables pour rester aimé, accepté, reconnu. Le stoïcisme rappelle une vérité essentielle. Tu ne peux pas servir les autres de manière juste si tu te renies toi-même. Épictète l'affirmait avec force. Ton premier devoir est envers toi-même, car c'est en étant solide que tu peux véritablement soutenir quelqu'un. Ce n'est pas un appel à l'égoïsme, mais à l'intégrité. Dire non n'est pas fermer une porte, c'est empêcher que l'on piétine ta maison intérieure. Pense à un berceau. Il est conçu pour porter un poids doux, mesuré, celui d'un enfant. Mais si on le surcharge d'objets, de poids inutiles, il finira par se briser. Toi aussi, tu as une capacité d'accueil limitée. Tu peux offrir beaucoup, mais pas tout le temps, pas à n'importe quel prix. Renoncer à plaire à tout le monde, c'est accepter de ne pas être universellement approuvé. C'est comprendre que certains te jugeront sévèrement pour ton refus, mais c'est aussi découvrir que d'autres te respecteront davantage, précisément parce que tu oses tracer une frontière. Et surtout, c'est sentir que ton énergie cesse de se dissiper dans 1000 directions pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela ne veut pas dire que chaque non sera facile à prononcer. Les premières fois, il y aura un goût amer dans la bouche, comme si tu commettais une faute. Mais avec le temps, tu sentiras que ce goût se transforme en respiration, comme si enfin, après des années de suffocation douce, tu reprenais une bouffée d'air pur. Le refus stoïcien n'est pas brutal. Il ne cherche pas à humilier ou à blesser. Il est ferme, mesuré, et il s'appuie sur une conviction intime. Ta vie t'appartient. Si tu la donnes sans discernement, elle perd de sa substance. Si tu choisis à qui et à quoi l'offrir, elle gagne en intensité. Ce chemin est exigeant, car il demande de supporter le malaise des premières séparations. Mais il est libérateur, car il t'arrache à cette prison invisible où tu as cru devoir être toujours accommodant. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer mieux. Et cela commence en cessant de mendier l'acceptation, là où ton intégrité se perd. Il y a des matins où tu te réveilles déjà fatigué, comme si la nuit n'avait pas réussi à effacer le poids de la veille. Tu te lèves, tu passes d'une pièce à l'autre, le corps en mouvement mais l'esprit encore absent. Les gestes se répètent mécaniquement. Préparer un café, allumer un écran, jeter un coup d'œil distrait au message. Et déjà, avant même que le jour ait réellement commencé, il te semble que quelque chose t'a échappé, comme si la journée avait pris son élan sans toi. Ce temps suspendu du matin est pourtant un carrefour invisible. Si tu le traverses sans conscience, tu te retrouves rapidement happé, par les urgences des autres, par les sollicitations imprévues, par la machine impersonnelle du quotidien. Mais si tu choisis d'en faire un rituel, il devient un ancrage.
Il devient l'instant où tu fixes ton cap avant que les vents du monde ne t'emportent. On croit souvent que se lever plus tard est une manière de récupérer son énergie. Mais le stoïcisme enseigne une autre vérité. Ce n'est pas seulement la quantité d'heures dormies qui compte, c'est la qualité des premiers instants éveillés. Sénèque voyait l'aube comme un cadeau à honorer, un espace de pure potentialité où l'on peut choisir qui l'on sera pour le reste de la journée. Ce moment, disait-il, n'appartient qu'à toi. C'est ta première conquête. Imagine un navire qui lève l'ancre à l'aube. Il part tôt, non pas pour fuir, mais pour rencontrer les vents favorables qui le porteront vers sa destination. De même, tes premières minutes du matin sont ces vents. Si tu les perds, il te faudra lutter davantage tout au long de la journée. Mais si tu les captes, ils t'aident à avancer presque sans effort. Ritualiser ce moment ne demande pas de gestes spectaculaires. C'est une question d'intention. C'est décider qu'avant de te tourner vers le monde extérieur, tu regarderas en toi. Que tu commenceras ta journée avec une parole, une pensée, une action qui reflète ce que tu veux réellement vivre. C'est offrir à ton esprit un signal clair. Aujourd'hui, je choisis. Le matin est un seuil. Et comme tout seuil, il mérite que l'on s'y arrête un instant, avant de le franchir. Ce n'est pas un espace à remplir d'urgence, mais un espace à habiter pleinement. Car si tu te précipites à travers lui, tu perds l'occasion de marquer ton territoire intérieur. Et si tu le respectes, il devient un socle solide, sur lequel tu peux construire la journée que tu veux voir se dérouler. Il n'est pas question ici de créer une routine figée qui deviendrait une contrainte supplémentaire. Il s'agit d'ouvrir ta journée comme on ouvre une fenêtre, pour laisser entrer un air neuf, pour respirer autrement, pour se souvenir que chaque matin est une promesse et que cette promesse t'appartient entièrement. Il y a tant de choses à voir, à lire, à entendre. Chaque jour, ton esprit est inondé d'images, de sons, d'informations qui se disputent ton regard. C'est une pluie incessante. Et à force, tu ne choisis plus vraiment ce que tu observes. Ton regard est happé, attiré, dirigé ailleurs par 1000 petites injonctions invisibles. On croit souvent que cette ouverture permanente est une richesse, qu'elle permet de rester informé, curieux, connecté. Mais elle a un prix. Elle éparpille ta conscience et fragmente ton calme intérieur. La surcharge d'informations ne se contente pas d'encombrer ta mémoire. Elle s'installe dans ton corps. Elle accélère ton rythme intérieur. Elle tend tes muscles. Elle te rend nerveux, sans raison apparente. Et cette agitation devient ton état normal, au point que tu finis par oublier à quoi ressemble un esprit tranquille. C'est là que le stoïcisme apporte un rappel fondamental. Ce n'est pas le monde extérieur qui définit ta paix, c'est l'endroit où tu diriges ton regard. Épictète disait que la liberté commence par le contrôle de ce que l'on choisit d'observer. Regarder tout, vouloir tout savoir, c'est se condamner à vivre au rythme des événements extérieurs. Choisir où poser son attention, c'est reprendre le gouvernail. Car ce que tu fixes de tes yeux façonne ce que tu ressens, et ce que tu ressens influence ce que tu deviens. Imagine un chef d'orchestre. Il y a devant lui des dizaines d'instruments, des sons qui s'élèvent de toutes parts. Pourtant, son regard ne se pose pas partout à la fois. Il suit une seule partition. Il guide un seul mouvement à la fois. Et c'est ainsi que l'harmonie naît. Si ses yeux se dispersaient, l'ensemble s'effondrerait dans le chaos. Il en est de même pour ta vie intérieure. Apprendre à contrôler ton regard, c'est réapprendre à habiter pleinement un moment, une tâche, une présence. C'est refuser d'offrir ton attention à tout ce qui frappe à ta porte mentale. Ce n'est pas se fermer au monde, c'est filtrer ce qui nourrit réellement ton équilibre. C'est une discipline silencieuse mais puissante. En dirigeant ton regard avec soin, tu entraînes ton esprit à ne pas se laisser voler par l'urgence artificielle des autres. Cette maîtrise ne se conquiert pas en un jour. Elle demande de petites décisions répétées, détourner les yeux de ce qui t'agite inutilement, les poser sur ce qui t'ancre et te recentre. À force, cette pratique devient un réflexe, et tu découvres que le monde perd de son pouvoir sur toi. Ce n'est pas qu'il est moins bruyant, c'est que tu n'as plus besoin de lui répondre à chaque instant. Regarder autrement, ce n'est pas seulement changer ce que tu vois, c'est transformer la manière dont tu existes dans le monde. Et plus tu diriges consciemment ton attention, plus tu découvres que ce que tu croyais urgent, pressant, incontournable, ne l'était pas vraiment. Il y a cette idée rassurante que demain sera plus propice, que l'inspiration viendra plus tard, que la bonne occasion finira par se présenter d'elle-même. Alors tu repousses, tu ajournes, tu dis « pas aujourd'hui » et en silence, tu empiles les jours comme des pierres qui finissent par former un mur entre toi
et ce que tu voulais vraiment vivre. Le futur peut être une échappatoire douce, mais perfide. Il se présente comme un refuge, un endroit où tu auras plus d'énergie, plus de temps, plus de courage. Mais ce lieu-là n'existe pas. Quand il se rapproche, il prend le nom d'aujourd'hui. Et si tu n'as pas agi hier, tu n'agiras pas plus aujourd'hui. C'est ainsi que s'installent les années qui passent sans que rien ne change vraiment. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Le stoïcisme ne nie pas l'importance de se projeter, mais il rappelle que la vie se décide dans l'instant présent. Repousser, c'est comme refuser d'entrer dans une maison déjà ouverte, préférant attendre qu'elle s'ouvre encore mieux plus tard. Mais plus tard, elle pourrait être fermée. L'urgence du présent n'est pas une agitation nerveuse. Ce n'est pas faire tout de suite, dans un élan désordonné. C'est plutôt ce choix conscient. Poser un geste, même minuscule, qui ancre ton projet dans la réalité. Car ce geste, si petit soit-il, change déjà ton rapport à toi-même. Il te fait passer du statut de rêveur à celui d'acteur-rice de ta propre vie. Imagine un arbre que tu veux voir grandir. Si tu décides de le planter demain, il ne commencera à pousser que demain. Et chaque jour de retard retarde son ombre, ses fruits, sa beauté. Planter aujourd'hui, c'est accepter que la croissance prenne du temps, mais que ce temps commence maintenant. Le stoïcisme est un rappel constant que la vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle se déploie ici et maintenant. Et si tu veux la vivre pleinement, tu dois la rencontrer ici et maintenant. Pas dans une version idéalisée du futur, pas dans un moment où toutes les conditions seront parfaites, mais dans l'imperfection vivante de l'instant. Lorsque tu choisis d'agir aujourd'hui, même imparfaitement, tu brises le charme trompeur du plus tard. Tu reprends ton pouvoir face au temps. Et tu découvres que l'avenir n'est pas un lieu d'attente, mais une conséquence de ce que tu oses accomplir maintenant. Il arrive un moment où ton agenda ne te ressemble plus. Chaque case, chaque rendez-vous, chaque obligation semble avoir été décidée par d'autres. Les journées se succèdent, remplies d'urgences qui n'étaient pas les tiennes. Et tu te surprends à te demander à quel moment tu as cessé d'être le maître ou la maîtresse de ton temps. Ce n'est pas seulement une surcharge d'engagement, c'est un glissement progressif où tu t'es laissé déposséder de ce qui devait être ton espace vital. La confusion entre l'urgent et l'important est au cœur de cette perte. L'urgent frappe fort et exige immédiatement ton attention. L'important, lui, parle bas et peut attendre, jusqu'au jour où il est trop tard. Et c'est ainsi que, de compromission en retard, tu laisses s'éroder ce qui compte vraiment pour toi. Le stoïcisme, lui, invite à trier sans relâche. Épictète enseignait que chaque tâche devait être passée au filtre de cette question. Cela dépend-il de moi ou non? Ce qui n'entre pas dans ton champ d'action direct doit perdre son pouvoir de dicter ton emploi du temps. Pense à un tailleur qui ajuste un costume. Il ne coupe pas au hasard. Il observe, mesure, rectifie, supprime l'excès, resserre ce qui flotte, assouplit ce qui serre trop. Ton emploi du temps mérite le même soin. Trop souvent, nous enfilons des journées conçues pour d'autres corps, d'autres vies, d'autres ambitions, et nous nous y épuisons. L'art stoïcien consiste à recouper, retailler, jusqu'à ce que la forme épouse ton existence réelle. Cela implique de poser des limites, parfois abruptes, à ce qui parasite tes journées, mais aussi d'oser placer en priorité des actions qui semblent ne rapporter aucun bénéfice immédiat, mais qui nourrissent ta stabilité profonde. Réfléchir, apprendre, respirer, créer, être avec ceux qui comptent vraiment. Ces moments, invisibles aux yeux des autres, sont en réalité les piliers de ta vie. Recadrer tes priorités n'est pas un acte unique, mais un entretien constant. C'est un dialogue silencieux avec toi-même. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui élève? Qu'est-ce qui épuise? Et jour après jour, ta réponse évolue, exigeant que ton agenda évolue avec elle. Sans ce travail de révision, tu deviens l'assistant et M docile des exigences du monde, au lieu d'être l'architecte lucide de ta propre existence. Le temps que tu sauves en recentrant tes priorités n'est pas un vide à combler immédiatement par de nouvelles tâches. C'est un espace que tu rends à ta respiration, à ton discernement, à ta liberté. Et cet espace est rare, précieux. Il est le lieu où tes vraies décisions peuvent naître. Reprendre ton emploi du temps en main, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Car si tu laisses d'autres écrire ton agenda, ils finiront par écrire ta vie. Il y a une peur qui ne se voit pas.
Elle ne se manifeste pas par des cris, ni même par des gestes brusques. C'est une peur plus sourde, plus subtile, celle qui te pousse à éviter certaines actions, certains choix, non pas parce que tu ne les veux pas, mais parce que tu redoutes ce qui pourrait arriver si tu échoues. Alors tu restes dans une zone rassurante, connue, même si elle t'étouffe. Tu avances prudemment, presque à reculons, toujours avec ce murmure au fond de toi. Et si ça tournait mal? Le stoïcisme n'invite pas à nier cette peur, ni à la combattre frontalement. Il enseigne au contraire à l'apprivoiser en l'observant de près. Sénèque, comme d'autres sages, pratiquait ce qu'on appelle la visualisation négative. L'idée est simple mais puissante. Imaginez volontairement les scénarios les plus redoutés, non pas pour se torturer, mais pour en désamorcer l'effet paralysant. Car souvent, ce qui nous effraie le plus, ce n'est pas la réalité d'un événement, mais la manière dont notre esprit l'amplifie dans l'ombre. En visualisant l'échec, la perte, le contretemps, tu retires à ces images leur pouvoir d'invisibilité. Tu les mets en lumière, et ainsi, elles cessent d'être des monstres tapis dans l'obscurité. Tu peux alors les examiner, les mesurer, et comprendre qu'elles ne sont peut-être pas aussi dévastatrices que tu le craignais. Mieux encore, tu peux préparer ta réponse, ton attitude, ta manière de rester debout, même si elles se produisent. C'est comme le plongeur qui évalue la profondeur de l'eau avant de sauter. Il ne le fait pas pour renoncer, mais pour savoir comment entrer dans l'eau sans se blesser. La visualisation négative joue ce rôle. Elle ne t'empêche pas d'agir, elle t'y prépare. Et cette préparation te donne un calme que rien d'extérieur ne peut t'offrir. Vivre ainsi, ce n'est pas sombrer dans le pessimisme. Au contraire, c'est se libérer de l'illusion que tout ira toujours comme prévu. C'est accepter que l'imprévu fait partie de la vie, et que la vraie sécurité ne vient pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à y naviguer. En apprenant à accueillir mentalement les revers possibles, tu développes une force douce, mais inébranlable. Une force qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude intime que, quoi qu'il arrive, tu trouveras ta façon de continuer. Et alors, cette peur diffuse qui t'accompagnait jusque-là se transforme. Elle cesse d'être un frein. Elle devient un signal, celui que tu es en train d'entrer dans un territoire où tu peux grandir. Cette pratique est exigeante, car elle demande du courage avant même que l'épreuve n'arrive. Mais elle est aussi libératrice. Elle t'apprend que, même face à tes pires scénarios, tu peux rester entière. Et c'est dans cette certitude que la résilience prend racine. Tu as peut-être cru que ton silence était une faiblesse, que cette retenue, cette discrétion qui t'accompagne depuis si longtemps, était une marque d'impuissance. Tu as parfois regardé autour de toi et vu d'autres parler plus fort, imposer leur volonté, prendre la place qui semblait t'échapper. Et tu as pensé que, pour être entendu, il faudrait que toi aussi tu cries, que tu changes ta nature. Mais ce que tu n'as pas toujours vu, c'est que ton silence n'a jamais été un vide. C'est un espace que tu as protégé, parfois sans le savoir. Un espace où ta pensée a pu mûrir, où ta sensibilité a pu se maintenir intacte, où ta dignité est restée à l'abri des regards trop rapides à juger. Ce silence, loin de t'effacer, t'a permis de ne pas être englouti dans le vacarme des autres. Le stoïcisme enseigne que la force n'a pas besoin d'éclat pour exister. Elle se reconnaît à sa constance, à sa capacité à rester debout, alors même que tout autour chancelle. Et toi, tu es resté debout, pas toujours d'une manière spectaculaire, pas toujours de manière visible, mais chaque fois que tu as choisi de garder ta ligne, de ne pas te perdre dans les attentes qui n'étaient pas les tiennes, tu as renforcé cette colonne intérieure qui te tient droit. Il y a dans cette retenue une puissance qui se révèle rarement, mais qui transforme tout lorsqu'elle se manifeste. C'est le moment où, après des années de concessions invisibles, tu réalises que tu n'as plus besoin de courir après la reconnaissance des autres, que ton temps, ton énergie, ton attention sont des biens sacrés et que tu peux en décider seul l'usage. Alors tu comprends, ce silence n'était pas une cage, c'était un socle. Ce retrait n'était pas une absence, c'était une préparation. Et chaque seconde que tu as su préserver, chaque choix que tu as fait en accord avec toi-même, a construit une force que rien ne pourra plus t'enlever. Un jour, ceux qui ne t'ont pas vu viendront chercher ce que tu as toujours porté en toi, cette solidité tranquille qui ne se négocie pas. Et ce jour-là, tu ne changeras pas pour eux, car tu auras compris que la vraie victoire n'est pas d'être enfin reconnu, mais d'être resté fidèle à ce que tu es. Reprendre ta vie en main ne se fait pas par un grand bouleversement soudain,
mais par une succession de choix silencieux, répétés, qui transforment peu à peu ton rapport au temps, aux autres et à toi-même. Ce chemin n'est pas une ligne droite. Il est fait d'avancées et de reculs, de moments où la clarté se mêle encore au doute. Mais chaque geste conscient que tu poses est une pierre ajoutée à la construction de ton autonomie intérieure. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie froide ou détachée, est une boîte à outils vivante. Il te rappelle que chaque seconde est un terrain d'action possible, que tu peux cultiver ou laisser en friche. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que la vie est courte qu'il faut la passer à la gaspiller ». Et Marc Aurèle ajoutait « L'âme devient prête quand elle peut s'émerveiller du moindre progrès. Ce ne sont pas des maximes à admirer de loin, mais des rappels à vivre dès maintenant. » Ce que tu as exploré aujourd'hui à travers ces 7 rappels n'est pas un savoir de plus à ranger dans un coin de ton esprit. C'est un appel à réinvestir ton quotidien avec une présence nouvelle. C'est la possibilité de poser des limites sans te justifier, de te lever le matin avec une intention claire, de protéger ton attention comme on protège un bien rare, de cesser de remettre au futur ce qui ne peut être vécu qu'au présent. Reprendre ton temps, c'est reprendre ton souffle. Reprendre ton souffle, c'est retrouver ta capacité à choisir. Et choisir, c'est redevenir l'auteur ou l'autrice de ta propre vie. Il ne s'agit pas de tout maîtriser, mais de savoir ce qui t'appartient et de le tenir avec constance. Alors, peu importe les années passées à vivre autrement, peu importe les occasions manquées ou les détours imposés, aujourd'hui, ici, il reste cet espace où tu peux décider à nouveau. Cet espace est minuscule en apparence. Un instant, une pensée, un geste. Mais il contient déjà toute la possibilité de te relever. Ne cherche pas à être vu ou validé pour cette décision. La reconnaissance extérieure n'ajoutera rien à la dignité intérieure que tu as déjà. La vraie victoire, c'est d'habiter ta vie avec la conscience que chaque seconde que tu vis pleinement est une seconde sauvée du vide. Et si tu veux garder un seul souvenir de tout ce chemin, que ce soit celui-ci, tu n'as pas besoin que le monde t'acclame pour savoir que tu avances. Tu as seulement besoin de sentir que, pas à pas, seconde après seconde, tu reprends la main sur ce qui t'appartient depuis toujours.